Donc là encore, je préfère tracer devant vous les tensions, enfin pardon, les formes d'onde courant, enfin la forme d'onde courant en l'occurrence, côté réseau. On a un courant que l'on va remonter dans ce sens-là. Et donc on a vu précédemment que lorsque V réseau est positif, ce sont les diodes D1 et D4 qui conduisent, auquel cas I réseau est égal à I0. Alors que quand V réseau est négatif, ce sont les diodes D2 et D3 qui sont passantes et auquel cas le courant I réseau est par convention égal à moins I0. Donc sans surprise, notre redresseur de tension se comporte comme un onduleur de courant côté réseau. Et on peut faire des choses assez intéressantes en termes d'analyse côté réseau. La première chose à noter, c'est que l'on a un courant I reste de θ qui est carré. I reste de θ carré. Donc, décomposable en série de Fourier. Et avec l'origine des temps et des angles prises, on voit que cette décomposition se fera exclusivement en fonction sinus, vu qu'on a affaire à une fonction impaire. Je ne vais pas indiquer ce que ça faisait avant, mais avant c'est ça. Donc on a une symétrie centrale par rapport à l'origine des temps, l'origine impaire, et donc la décomposition en série Fourier va se faire uniquement en bk sinus kθ pour k allant de 1 à l'infini, avec bk égale à donc 2 sur t intégrale de 0 à t, etc., etc. La période ici, c'est 2pi, donc 2 sur 2pi, ça fait 1 sur pi, intégrale de 0 à 2pi, de i reste de θ, pi la θ, dθ. Et donc, on montre que les B indices de P sont nuls même pas étoile, donc B0 est nul. D'ailleurs, c'était. Enfin, il n'y a pas de B0, c'est A0. La valeur moyenne est nulle. N, donc B2, B4, B6 sont nuls. Tous les harmoniques de rang pair sont nuls. Et B1, ça se calcule assez facilement. Ça, en guise d'exercice, c'est très facile à montrer. Le fondamental a une amplitude 4I0 sur pi. Et B2P plus 1 sont de la forme P1 sur 2P plus 1 pour P et N étoile. Là, pour le coup, N, ça aurait marché. B1 est égal à B1. Mais bon. Donc, les seuls harmoniques présents sont les harmoniques impaires.
Et donc l'harmonique 3 a une amplitude 1 tiers de B1, l'harmonique 5, 1 cinquième de B1, etc., etc. Et le fait est que la décomposition en sinus est la plus simple. Si on avait fait une décomposition en série de Fourier d'une fonction paire avec une origine des temps prise ici, donc on aurait eu une somme de AK cosinus kθ, mais avec des modules des AK identiques à ce qu'on a ici, sauf qu'en termes de signes, ils auraient été alternés. Euh, le fondamental aurait eu un signe plus, l'harmonique 3 un signe moins, l'harmonique 5 un signe plus, etc. etc. Avec la décomposition en sinus, c'est plus simple. Donc une fois qu'on a établi ça, en fait, on peut analyser le comportement en puissance sur le réseau. On n'a pas fait le calcul de P en sortie, mais on aurait pu le faire, hein. La puissance en sortie, en fait, le courant étant une constante, lorsqu'on fait le calcul de la valeur moyenne de la puissance instantanée, eh bien, on se retrouve avec un courant constant que multiplie une tension variable qui contient une composante continue plus des composantes alternatives, également des composantes en série de Fourier. C'est un peu plus délicat à calculer. Avec des arches de sinusoïdes, la décomposition est plus complexe à calculer. Mais de toute façon, ce qu'on remonte assez facilement, c'est que quand on calcule la valeur moyenne, la seule composante contributive de la puissance moyenne, ça sera le VDC moyen. Donc la puissance moyenne en sortie du redresseur est égale à VDC moyen fois I0. Et en entrée, euh, ce qu'on doit calculer en termes de puissance moyenne, eh bien, c'est une tension sinusoïdale, purement sinusoïdale, que multiplie une décomposition en série de Fourier. Donc on se retrouve à multiplier euh, une sinusoïde par une somme de sinusoïdes. Donc on doit distribuer euh, le produit et calculer la valeur moyenne de tous les termes. À la fin, on va avoir un produit de sinusoïde plus un produit de sinusoïde plus un produit de sinusoïde. Et vu que c'est une somme, la moyenne d'une somme est égale à la somme des moyennes. Et ce que l'on montre assez facilement avec des formules de trigonométrie, c'est que le seul moyen pour qu'un produit de sinusoïde ait une valeur moyenne non nulle, c'est que les deux sinusoïdes soient de même fréquence. Or, la tension étant une sinusoïde pure, la seule composante du courant qui va porter une puissance moyenne, c'est la sinusoïde de même fréquence, c'est-à-dire la composante fondamentale. Donc le P en entrée sera égal à V efficace fois I1 efficace, cosinus du phi entre la tension et le courant, et le fait est que le fondamental du courant est en phase avec la tension. Donc le cosinus phi de ce fondamental vaut 1. Donc P en entrée, ça sera V efficace fois I1 efficace. Et donc normalement, vu qu'on a un redresseur idéal, les diodes sont sans perte, la puissance en entrée est égale à la puissance en sortie. Donc, je vais uniquement garder le coefficient qui m'intéresse, B1, et calculer P en entrée égale à V efficace fois I efficace, I1 efficace, fois cosinus, alors que les notes de phi1, donc là, le fait est que cosinus phi1 est égal à 1. Donc, que vaut V efficace? Eh bien, c'est V max sur racine de 2. Et I1 efficace, en fait, B1, c'est un I1 crête. Donc, I1 efficace est égal à 2 racine de 2, I0 sur pi. Et I1 crête divisé par racine de 2. Donc, 4 divisé par racine de 2, ça fait 2 racines de 2.
Et donc, tout calcul fait, on va se retrouver avec le Vmax sur racine de 2 fois 2 racine de 2 pi 0 sur pi. Les racines de 2 s'en vont. On a 2 Vmax I0. Très bien. Maintenant, il faut s'assurer que le résultat est le même si on calcule la puissance en sortie. P sortie est égal à VDC moyen I0. Or, VDC moyen, c'est 2 Vmax sur pi. Donc, c'est rassurant. On a bien une puissance en sortie est égale à la puissance en entrée. Et donc, c'est logique vu qu'on a affaire à un redresseur idéal. Donc, pas de perte dans les diodes. La puissance en entrée est égale à la puissance en sortie. C'est même vrai en puissance instantanée d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'élément de stockage dans le redresseur. Alors, calculer la puissance, ça ne fait pas tout. Il peut être utile de calculer le facteur de puissance. Alors, le facteur de puissance, ça n'a réellement de sens qu'en entrée. Donc, on a déjà la puissance en entrée, la puissance active. Donc, je vais effacer les calculs, je ne vais garder que le résultat. Le facteur de puissance, à ne pas à confondre avec le cosinus phi. Le cosinus phi est un facteur de puissance en régime purement sinusoïdal. De manière générale, le facteur de puissance est par définition le ratio P sur S. P étant la puissance active, la vraie puissance, celle qu'on vient de calculer, qui s'exprime en watts, divisé par ce qu'on appelle la puissance apparente, qui se note en volt ampère. Donc qui est une puissance dimensionnante en quelque sorte. Quand on choisit un transformateur, par exemple, son paramètre dimensionnant, c'est sa puissance apparente en volt ampère. Un transformateur se fiche pas mal de savoir que la tension et le courant sont déphasés l'un par rapport à l'autre. Il est capable de supporter une certaine tension et ses enroulements sont capables de supporter un certain courant efficace. Si c'est mal utilisé, tant pis pour l'utilisateur. Ce qui compte, c'est la tension qu'il doit supporter et le courant qui passe dedans. Donc, c'est quelque chose de dimensionnant pour l'infrastructure. Après, charge à l'utilisateur d'optimiser, d'utiliser efficacement la tension et le courant en les rendant les plus en phase possible. Et quand on est en régime sinusoïdal avec une grandeur, de faire en sorte que l'autre soit aussi sinusoïdal que possible parce que les harmoniques ne servent à rien. Parce qu'eux, ils vont contribuer à la puissance apparente, mais pas à la puissance active. Et donc, c'est précisément ce qui va nous intéresser ici. Par définition, en monophasé, la puissance apparente, c'est tout simplement V efficace fois U efficace. Et c'est un U efficace total, fondamental, plus harmonique. Or, ce courant efficace, il est très simple à le calculer. On a un I-res qui, à chaque instant, vaut plus ou moins I0. Or, par définition, la valeur efficace, c'est la valeur moyenne, c'est la racine carrée de la valeur moyenne du carré, valeur RMS en anglais. Or, plus ou moins I0 au carré, ça fait I0 au carré, c'est une constante. La valeur moyenne de I0 au carré, c'est I0 au carré. Et quand on en prend la racine carrée, on trouve I0. Conclusion,
I efficace, ici, ça vaut I0. Donc, la valeur de la puissance apparente, ça sera Vmax sur racine de 2 fois I0. Et quand on est en triphasé, il faut multiplier par 3 par le nombre de phases. Et donc, le ratio P sur F de Vmax I0 sur pi divisé par Vmax I0 sur racine de 2. Et donc, quand on fait le calcul, donc les Vmax et I0 s'en vont. En fait, le facteur de puissance d'un redresseur est indépendant du courant qu'on fait passer dedans et de la tension qu'on lui applique. C'est réellement lié à la nature de la structure, quelle que soit la, la gamme de tension à laquelle on va travailler. Ça vaut 2 racines de 2 sur pi. Et donc là, il faut sortir sa calculatrice pour trouver le résultat, mais c'est un résultat qui est déjà très bon. Donc je vous donne le résultat en live. On trouve 0,9. On peut arrondir à 0,9. Donc, ça peut sembler déjà très bon, ça l'est, c'est pas mirobolant, hein. En fait, euh, la règle au niveau des installations industrielles, c'est d'avoir un facteur de puissance, un cosinus phi, parce qu'on raisonne plutôt sur des charges inductives euh, et donc qui absorbent un courant sinusoïdal, c'est plutôt 0,93, ce qu'on demande aux industriels. Au niveau de la distribution d'énergie, le fournisseur d'énergie va demander un cosinus phi supérieur à 0,92 ou 0,93. Donc 0,9, on n'y est pas tout à fait. Donc, ce qui est rassurant parce que quand même, on est très très loin d'avoir quelque chose de purement sinusoïdal. C'est loin d'être parfait. Et donc, à forte puissance, c'est quand même assez perturbateur, hein, une charge comme ça. Une petite charge de faible puissance ne va pas avoir une grande incidence quand elle a ce genre d'absorption de courant, mis à part si elle est multipliée par un grand nombre euh, d'équipements de même nature. Par contre, en forte puissance, là, ça serait inacceptable d'avoir des courants de ce genre-là prélevés sur le réseau. C'est ce qu'on appelle des perturbations conduites qui vont occasionner des nuisances et donc il y a des règles à respecter qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Donc, pour rendre compte de la mauvaise qualité du courant, un autre paramètre est utile à connaître, c'est ce qu'on appelle le taux de distorsion harmonique. Critère s'appelle le taux de distorsion harmonique. Alors, il y a deux définitions. Il y a un taux de distorsion harmonique, en fait, c'est un ratio, hein, comme son nom l'indique, c'est une valeur efficace des harmoniques par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être soit la valeur efficace du fondamental, ou bien la valeur efficace totale de la grandeur considérée. Ce n'est pas forcément un courant, ça peut être une tension. Là, on va calculer le taux de distorsion harmonique du courant. Euh, c'est un choix, hein, c'est quelque chose de totalement arbitraire. Le fait est que quand vous faites le ratio valeur efficace des harmoniques sur valeur efficace totale, le résultat est toujours inférieur à 1. Alors que pour le ratio valeur efficace des harmoniques, sous-entendu de rang supérieur, strictement supérieur à 1, divisé par valeur efficace du fondamental et uniquement du fondamental, là pour le coup, si le signal est très distordu, on peut se retrouver avec une valeur efficace d'harmonique supérieure à celle du fondamental lui-même, et donc on peut avoir un taux de distorsion supérieur à 100%. Ça, c'est
un détail. Il faut savoir que les deux grandeurs existent, que les appareils de mesure peuvent vous donner les deux résultats et que certaines normes spécifient l'un et pas l'autre, mais de toute façon, c'est des choses qui sont équivalentes. Ça renseigne sur la bonne qualité, euh, enfin, euh, à savoir si le signal s'approche d'une sinusoïde pure. Plus le taux de distorsion harmonique est faible, plus on s'approche d'une pure sinusoïde. Donc, par exemple, on va prendre, on prend la définition PVH égale à valeur efficace des harmoniques de rang supérieur, donc rang supérieur strictement à 1, divisé par la valeur efficace totale. C'est un fois. Le dénominateur, on a déjà évalué sa valeur. La valeur efficace totale du courant, c'est I0. Racine carrée de la valeur moyenne d'un signal qui vaut plus ou moins I0, élevé au carré, donc I0. Et au niveau de la valeur efficace des harmoniques de rang supérieur à 1, une décomposition en série de Fourier d'un signal carré comprend une infinité de termes. Donc, faire une somme infinie, c'est long, surtout vers la fin. Donc, pour pouvoir déterminer ce numérateur, il y a une astuce qui consiste à utiliser un théorème de Parseval ou Parseval-Plancherel. Alors, je ne sais jamais, ça doit être un C. Enfin bon. Peu importe, qui dit que la valeur efficace des harmoniques de rang supérieur à 1 est égale à la racine carrée de la valeur efficace du fondamental, de la valeur efficace totale au carré moins la valeur efficace du fondamental au carré. En fait, il y a une sorte de généralisation du théorème de Pythagore. La valeur efficace totale est égale à la somme des carrés des valeurs efficaces de chacun des harmoniques fondamentales compris. Donc, il suffit de faire passer le carré du fondamental du même côté que la valeur efficace totale au carré. Et donc, tout ce qui reste dans un membre, c'est le, le carré de la valeur efficace des harmoniques et, et le terme qu'il y a dans l'autre membre, il n'y a que deux termes à calculer. Donc, c'est assez simple. Et donc, la valeur efficace totale, on l'a, c'est I0. Donc, c'est un peu long à écrire. Donc, je vais l'appeler X est égal à la racine carrée de, donc, valeur efficace totale au carré, c'est I0 au carré, moins la valeur efficace du fondamental. Donc, je vous rappelle que l'amplitude du fondamental, c'était 4I0 sur pi. Donc, la valeur efficace, c'est 2 racines de 2 I0 sur pi. Et donc, élevé au carré. Et donc, on s'aperçoit qu'on a un I carré dans les deux termes. Pour sortir de la racine carrée, on a I0 fois racine carrée de 1 moins 2 racines de 2 sur pi, le tout au carré.
ça va faire du 4 fois de 8 sur pi carré. Et donc, le TDH, c'est ça divisé par I0. Donc, 1 moins 8 sur pi carré, le tout sous une racine. Et donc là encore, je peux vous donner la valeur numérique en live. Ça fait 0,435, enfin 0,435. Donc 43,5%. Donc là, ça fait ressortir un peu mieux le caractère assez éloigné d'une sinusoïde du courant absorbé en entrée d'un pont PD2. Donc voilà pour l'analyse côté entrée du PD2, l'établissement de la forme d'onde, le calcul du fondamental, éventuellement des harmoniques, le calcul du facteur de puissance et pour finir le calcul du taux de distorsion harmonique du courant en entrée sont a priori les critères d'analyse de performance d'un redresseur qu'il faut avoir en tête quand on veut comparer une structure par rapport à une autre ou enfin la caractériser de manière sérieuse. Donc voilà pour cette partie PD2 et on va procéder de la même manière avec un PD3 tout de suite après.